Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Laurence, les Européens sont sous le choc. Leur pire cauchemar sécuritaire semble se produire. Mardi 18 février, les US ont tenu des discussions avec les Russes sur l'Ukraine, des négociations peut-être, en Arabie Saoudite, sans les Ukrainiens et sans nous les Européens. Ces discussions interviennent quelques jours après la conférence de sécurité de Munich, un événement annuel très important où les Européens et les plus grands acteurs du monde se retrouvent pour discuter défense et sécurité. Or, lors de cette conférence, le vendredi 14 février très exactement, le vice-président américain J.D. Vance a prononcé un discours qui a choqué tout le monde. Il a rapidement évoqué la défense de l'Ukraine, mais s'en est surtout pris à l'Europe sur des questions idéologiques. Oui, J.D. Vance nous a tensés, nous les Européens, aussi bien sur les questions de liberté d'expression que sur les questions d'immigration. Il nous a accusés d'être un continent complètement wokisé. Il nous a reproché nos atteintes à la liberté d'expression, reprenant les idées de Voltaire et nous les jetant à la face, en quelque sorte. Et sur l'immigration, il a profité du fait, c'est horrible, qu'il y avait eu une nouvelle attaque terroriste en Allemagne la veille de la conférence, pour dire que nous avions ouvert nos portes à des dangers sans fin. Les auditeurs dans la salle étaient vraiment choqués. Comme si ça ne suffisait pas, il a par la suite rencontré la candidate principale de l'AfD. L'AfD, ce parti d'extrême droite allemand qui est bien placé pour remporter les élections législatives qui se profilent en Allemagne. Oui, dans quelques semaines, alors même que Vance a refusé de rencontrer le chancelier Olaf Scholz, qui est d'un parti modéré, SPD en l'occurrence. On a comparé depuis ce discours vraiment incroyablement agressif de J.D. Vance avec un discours que Poutine avait prononcé lors de cette même conférence de Munich dans son édition de 2007, un discours qui, à l'époque, avait choqué tout le monde puisque c'est le premier où Poutine s'en prenait aux Occidentaux en leur reprochant d'avoir fait rentrer dans l'Alliance Atlantique tous les anciens pays du bloc de l'Est, les pays d'Europe centrale. Et c'est cette date qui marque le début du retour d'une Russie hostile à l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Oui, puisque le bloc occidental semble se fracturer. On a d'un côté les États-Unis qui semblent tendre la main à cette Russie revancharde ou révisionniste, comme on veut l'appeler, et d'un autre côté les Européens qui se retrouvent esseulés, sans moyens, et exclus des tables de négociation quelles qu'elles soient. Alors qu'est-ce qui se passe, Laurence ? Ce qui se passe, c'est l'évolution, en effet, de la doctrine américaine sur les questions de relations avec la Russie. Et évidemment, quand je dis américaine, je veux parler des administrations Trump, la première et la seconde. Si on compte bien, on peut dire qu'on a déjà eu 3 doctrines Trump différentes. La première, celle du premier mandat, c'était ce qu'on appelait, on en a parlé tellement de fois dans ce podcast, le jacksonisme. On a une administration Trump 1 qui pratique un certain isolationnisme, c'est un nationalisme qui veut se replier. C'est Trump, par exemple, qui a négocié la sortie d'Afghanistan, qui sera effectuée par Biden un peu plus tard en 2021. Mais la deuxième caractéristique du jacksonisme, c'est que le pays est également susceptible de réactions très agressives. Trump a par exemple opéré des frappes en Syrie, celle-là même que Obama n'avait pas eu le courage d'effectuer. À l'époque, cette doctrine Trump 1 est tempérée par les adultes dans la pièce. Cette espèce d'état profond, en réalité, qui est composé de généraux et de professionnels de la diplomatie, qui en quelque sorte empêchait les foucades les plus dramatiques de Trump. C'est tout à fait ça. Avec Trump 2, à partir de janvier 2025, on a d'emblée un sentiment très différent. Je pense qu'il y a déjà 2 phases, 2 époques en un mois dans la politique étrangère de cette administration Trump 2. Dans les premiers jours, rappelez-vous, on a parlé d'un impérialisme américain qui était de retour avec un projet carrément colonial. Je vous renvoie à ses déclarations sur le Groenland, le canal de Panama et le Canada. Il s'agit vraisemblablement pour Trump d'agrandir le territoire des États-Unis par les méthodes du 19e siècle et du président McKinley. Qu'il cite constamment comme exemple. Oui, absolument. Et je peux dire, c'est moi qui l'ai cité en premier dans notre épisode du 15 janvier dernier. Les méthodes qu'évoque Trump, c'est tout simplement l'achat de territoire, la conquête ou l'intimidation. Et puis, en arrière-plan, il y a le rejet des alliances. On est vraiment dans une volonté de puissance égoïste, agressive, tout à fait nouvelle quand même aux États-Unis. Mais vous parlez d'une deuxième période. Les choses ont changé alors ?
Oui, en tout cas, elles se sont accélérées. D'abord avec le positionnement très public de J.D. Vance à Munich, c'est ce dont on vient de parler. On peut y voir une affirmation idéologique qui est clairement antagoniste vis-à-vis de l'Europe, en tout cas de l'Europe libérale, qui se retrouve, selon moi, jetée sous le bus. Thrown under the bus. Oui, qui est une expression employée très souvent aux États-Unis. Si on veut analyser les raisons de cette évolution, il faut voir que du point de vue de quelqu'un comme J.D. Vance ou Donald Trump, on a le sentiment d'une juste réparation pour les États-Unis après des décennies où les alliés, notamment européens, avaient abusé du parapluie de la protection américaine. Incidemment, il s'agit peut-être aussi pour Vance d'essayer d'exister aux côtés d'Elon Musk, qui apparaît comme le bras droit de Trump depuis des semaines. Et puis, deuxième point, les discussions dont vous avez parlé hier, le mardi 18 février en Arabie Saoudite avec les Russes, là, on a un retournement d'alliance absolu de la part des États-Unis. Pour rentrer dans les détails de ce qui a pu être dit pendant cette réunion, on ne sait pas vraiment, mais les Russes étaient très clairs, ils exigent l'abandon des territoires ukrainiens conquis par leurs forces et même au-delà, le départ de Zelensky avec un nouveau gouvernement à Kiev, ils réclament aussi une neutralité durable de l'Ukraine qui ne pourrait jamais rentrer dans l'OTAN. Trump a échangé un coup de fil avec Poutine la semaine dernière et on pense qu'il a déjà promis que l'Ukraine ne rentrerait jamais dans l'OTAN, qu'il a peut-être évoqué, alors là ce serait extrêmement grave, un retrait des forces de l'OTAN dans les pays limitrophes de la Russie, peut-être les pays baltes, peut-être la Pologne. Oui, je dois dire que le vertige nous atteint quand même quand on voit ce changement d'air auquel on assiste en direct live. Mais quels sont les garde-fous autour de Trump ? Oui, c'est toute la question des conseillers à la Maison-Blanche et dans l'administration. Est-ce qu'ils influencent Trump ou est-ce que c'est Trump qui les influence ? Beaucoup d'observateurs pensent aujourd'hui que pour être nommé par Trump où que ce soit, il faut reprendre très fidèlement tout ce qu'il dit. C'est probablement le cas du secrétaire à la Défense Marco Rubio, qui était très anti-russe et qui maintenant est tout à fait sur la ligne de Trump. Qui était très anti-Trump d'ailleurs. Oui, ça c'est il y a encore plus longtemps, pendant les primaires républicaines en 2016. Autour de Trump, il y a néanmoins Suzy Wiles, sa directrice de cabinet à la Maison-Blanche, ou Mike Waltz, le directeur du NSC, conseiller pour la sécurité nationale, eux sont peut-être plus solides et pourraient peut-être mieux encadrer Trump dans les mois qui viennent. Tout ça n'est pas quand même très très rassurant. Que doit faire l'Europe dans ces conditions ? On doit absolument ne pas être sidéré comme le lapin dans les phares, il faut absolument se prendre en main, mais ça n'est pas facile puisque les 27, et alors on peut ajouter le Royaume-Uni sur ces questions de défense, ne sont pas tous sur la même ligne, ils n'ont pas la cohérence stratégique nécessaire pour répondre d'une seule voix. Certains pays sont pro-russes et anti-Ukraine, c'est le cas de la Hongrie, on peut se poser la question sur l'Italie également. D'autres États, ça c'est très important dans la conjoncture actuelle, se taisent parce qu'ils ont bientôt des élections très importantes. La Pologne va avoir ses élections présidentielles au mois de mai. L'Allemagne, on l'a dit en introduction dans quelques semaines, nous-mêmes, la France en 2027, pour la Pologne et pour l'Allemagne, les candidats n'osent pas se prononcer d'ores à présent sur l'envoi de troupes en Ukraine parce que ça pourrait être rejeté par leur opinion, par leurs électeurs. Mais quand bien même l'Europe arrêterait une position commune et que cette position commune soit plutôt résistante face à la Russie, est-ce qu'on a la capacité militaire à fournir suffisamment d'armement et à nous équiper nous-mêmes ? Probablement pas. Nous avons envoyé beaucoup de matériel, qu'il soit produit en Europe ou acheté aux États-Unis, en Ukraine depuis 2022. Malgré tous ces points, le président Macron a réuni lundi 17 à l'Élysée un groupe d'Européens, alors plus réduit que les 27, il y avait les Anglais, les Allemands, les Italiens, Ursula von der Leyen, etc., pour commencer à s'attaquer aux problèmes de manière sérieuse du point de vue européen. Oui, mais enfin, cette réunion, elle n'a rien donné du tout, non ? Je suis pas complètement d'accord parce que les attentes sont tellement basses sur ce que peuvent faire les Européens que le fait même de tenir cette réunion, déjà, c'est quelque chose d'assez conséquent. Elle a permis de poser
les désaccords sur la table, de voir qui était d'accord pour continuer à soutenir l'Ukraine et comment, avec quels armements, quels envois de troupes, et qui, au contraire, était plutôt soulagé que la guerre se termine, même si c'est au profit des Russes. Et qui plus est, comme les pays européens qui n'avaient pas été invités lundi ont râlé, Macron organise aujourd'hui, mercredi 19 février, une nouvelle réunion, quasiment un sommet, avec tous les Européens, plus la Grande-Bretagne, pour continuer à discuter entre nous de notre riposte à cette réconciliation russo-américaine inédite. Oui, cette réconciliation qui se fait sur le dos de l'Europe, et ne parlons pas de l'Ukraine, qui n'est pas partie prenante à ces discussions, qui la concernent quand même au premier chef. Mais est-ce qu'il y a d'autres chantiers européens face aux États-Unis isolationnistes ? Oui, plus largement, dans ce contexte d'hostilité des États-Unis, les Européens peuvent et doivent développer leurs liens avec le reste du monde, avec ce qu'on appelle le Sud global, avec l'Amérique latine. Il faut vraiment avancer, je pense, sur le Mercosur. Et il faut aussi parler des liens de l'Europe avec la Chine. Parce que dans ce nouveau contexte, on peut se demander si commercer avec la Chine ne serait pas le meilleur plan, par exemple, pour la transition énergétique. La Chine peut nous vendre des équipements dont nous avons besoin pour l'énergie propre, pas cher et en masse. Alors, on ne parle pas ici du nucléaire civil, mais on peut parler du solaire, des éoliennes, des pompes à chaleur, etc. Oui, même si la potion est assez amère, de racheter aux Chinois des équipements dont on a abandonné, à cause de leur concurrence, la fabrication sur le territoire européen. Mais c'est une autre question. Revenons à Trump. On parle d'un duo Trump-Musk agressif et égoïste, sans aucune empathie, un peu comme des parrains de la mafia. Jusqu'où peut-on pousser cette analogie, Laurence ? Alors, on peut quand même envisager des évolutions dans les mois à venir qui se passent pas super bien pour Trump, Musk et puis j'ajoute J.D. Vance. D'abord, il y a quelque chose qu'on dit sur Trump depuis le début, c'est qu'il est transactionnel. Ce qu'il veut dans la vie, c'est faire des deals. Mais à mesure qu'il se conduit, pour reprendre votre terme, comme un mafia boss avec les plus faibles que lui, les dirigeants vont bien comprendre qu'on ne peut pas lui faire confiance, et ça, c'est pas bon pour lui sur le long terme. Par ailleurs, après cette réconciliation incroyable avec la Russie, Trump veut organiser dans les mois qui viennent un sommet très public avec Poutine et aussi avec Xi Jinping. Ça lui permettrait... Un G3 en quelque sorte. Oui, c'est le terme, un sommet G3 dans lequel il pourrait se partager le monde en sphère d'influence. Ce serait un peu un nouveau Yalta. On dit qu'il veut aussi le prix Nobel de la paix, on verra là-dessus, parce que c'est quand même des Européens qui décident de l'attribution de ce prix. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Poutine ne va pas être un partenaire facile pour Donald Trump. On ne voit pas, par exemple, pourquoi Poutine accepterait tout de suite un cessez-le-feu en Ukraine, alors que ses troupes continuent à avancer sur le territoire ukrainien. Si Poutine refuse les offres de Trump et l'humilie publiquement, je ne suis pas sûre que l'image de Trump pourra rester aussi forte. Je vous arrête là dans la fiction, Laurence, quoique vu comme c'est parti, la réalité la dépasse bien souvent. Merci Laurence. Merci Romain, à bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.